Sécure épisode spécial, je sais combien de Davy. Comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt pas mal. Merci. Et toi? Ça va bien aussi. On continue sur notre lancée sur la gestion des informations. Le premier volet, on était plus sur l'aspect général, ce que c'est l'extérieur, la chose pour les humains normaux. Là, on va regarder vers l'entreprise, vers l'intérieur, parce que l'entreprise est un générateur d'informations et de bonnes et de moins bonnes, notamment. Et les employés sont des acteurs clés dans la manipulation, dans la gestion de cette information-là. Et eux doivent être des acteurs importants justement à la protéger et à s'assurer de l'intégrité de cette information. Je vais laisser commencer avec ce sujet. Et oui, je te remercie. Effectivement, on revient sur une deuxième séance où on va reparler de l'information, de la désinformation, des risques qui y sont liés. La dernière fois, on avait parlé effectivement pour les individus que nous sommes toutes et tous, les citoyens, concitoyennes de pays différents, qui sont aussi des employés d'entreprise, et on se doute bien que même les entreprises, effectivement, peuvent être à la merci d'une mauvaise information ou d'une divulgation involontaire d'informations. Alors, on va avoir deux sujets ou plusieurs approches ici. On va avoir effectivement l'information nécessaire dans une entreprise et comment on gère ça, parce qu'il y a des classifications. Parce qu'il y a des informations qui ont plus ou moins de risques. L'adresse du siège de l'entreprise, on s'en fout un petit peu, c'est un peu légal, tout le monde la met partout, donc c'est pas très très grave, bien que ça puisse être une information utile pour quelqu'un de malveillant. Mais il peut y avoir des informations beaucoup plus critiques au sein d'une entreprise. Comment on gère justement l'encadrement de cette information? Il ne s'agit pas juste de moyens techniques. Alors évidemment que nous, on a des emprises techniques dans notre spécialité, dans nos métiers aujourd'hui, donc on a déjà parlé dans d'autres sujets de la sécurité des données, etc. On pourra revenir sur certains de ces sujets-là d'ailleurs pour illustrer. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est vraiment l'information issue de la donnée. Donc, on pourrait parler des méthodes qui vont avec. Et puis, effectivement, tu l'as dit dans l'introduction, le facteur prépondérant ici, c'est les humains qui manipulent l'information, c'est-à-dire dans l'entreprise, les employés de l'entreprise, et voir comment ce facteur justement humain est aujourd'hui la faille numéro 1, mais peut être aussi l'agent de sécurité numéro 1 face à la divulgation d'informations. Donc la dernière fois, on s'était vu, on avait parlé du fait qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on commence fortement, plus encore que les décennies précédentes, à se méfier de l'information. On a vu qu'il y avait un foisonnement par les réseaux sociaux, par le bruit médiatique qu'il y a autour. On est dans une période qui politiquement est instable et je ne fais pas la référence qu'aux événements les plus présents actuellement entre l'élection américaine qui va arriver, l'élection européenne, française aussi qui s'est passée. Enfin, tout ça, c'est vrai, mais ça fait déjà 10-15 ans qu'on est dans une déstabilisation progressive du monde politique global. Et le rapport avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, je vais faire un parallèle avec ce qui est en train de se passer en France. J'ai écouté hier sur une émission des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise dire à quel point il est important que le monde se stabilise politiquement, sans quoi ils sont pas capables de prendre des décisions. Donc là, on voit qu'il y a en fait un facteur important pour les entreprises. Une entreprise, ça n'est pas juste un patron qui touche les dividendes, c'est un groupe humain organisé pour vendre une activité, un service à d'autres, et ce, dans une durabilité. En général, on monte pas une boîte pour la fermer au bout d'un an. Ou alors c'est qu'on a un plan bizarre dans la tête. Mais normalement, non. Donc en général, quand on monte une boîte, c'est parce qu'on a une vision, qu'on a envie que ce métier existe, que cette façon de fonctionner existe. Et si possible, que ça puisse être un modèle rentable sur le temps, tant mieux. Donc on se rend bien compte qu'une entreprise va exister dans une société plus large qu'elle et qu'elle aura besoin effectivement d'avoir un lien avec cette société. Ça veut dire que si demain on change de gouvernement, puis le jour d'après on rechange de gouvernement, puis on rechange de gouvernement, comme disaient les patrons d'entreprise, on ne sait pas où on va parce qu'en fait, ça veut dire que là où nous, on a besoin d'avoir une vision moyen terme pour s'engager et prendre des décisions, on nous dit que les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain. Ce qui est déstabilisant et ce que n'importe quel être humain peut comprendre. N'importe quelle personne qui nous écoute peut comprendre que si vous essayez de planifier quelque chose sur plusieurs années et qu'on vous dit que toutes les semaines on va changer de règle du jeu, à un moment donné vous allez dire je peux pas, moi en fait tu me fais mal au cerveau, c'est dangereux pour moi. Et il faut comprendre qu'une entreprise quand elle prend des décisions, c'est rarement des décisions à court terme. Quand une entreprise décide, je sais pas, de créer un nouveau poste et d'embaucher 4 personnes, c'est pas pour virer les gens au bout de 6 mois. Tout le monde s'appelle pas Elon Musk, tout le monde s'amuse pas à virer les gens qui sont qualifiés pour les réembaucher 3 mois après. Voilà. Donc non, en général, dans une entreprise, quand on crée des postes, ça veut dire qu'on répond à une nécessité, à un besoin. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un besoin de pérennité. Et donc, ça veut dire qu'on va s'engager pour 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans.
Et donc, on a besoin quelque part un peu d'avoir, si on connaît pas l'avenir, au moins en filigrane, une espèce d'orientation qui nous permet de dire c'est quoi les impôts, c'est quoi les charges, c'est quoi les lois, pour qu'on voit comment on accueille cette décision. Ça veut pas dire qu'on est contre forcément le pouvoir politique qui est en place, ça veut dire juste explique-moi les règles, que je puisse savoir comment moi je construis mon modèle d'entreprise et comment j'accueille, comment j'adresse mes besoins avec ce contexte qui est changeant. Donc on a là, on voit, si on reprend le relais de la dernière fois, des informations qui peuvent être fausses, qui peuvent nous induire des mauvais comportements de notre côté. Une entreprise peut avoir une information qui est erronée et prendre des mauvaises décisions ou craindre. Pire encore, craindre des choses qui sont fausses et ne pas prendre de décisions. On le voit actuellement, par exemple, on a une stagnation des marchés, on en parle en off et j'en parle avec d'autres freelances et d'autres entreprises. On voit que les marchés sont frileux, on voit que les entreprises ont du mal à se lancer dans leur budgétisation, à donner corps à des projets parce qu'il y a un manque de visibilité. Donc on voit que cette information, vous voyez, elle contamine quelque part la réalité de ces entreprises. Une entreprise, c'est aussi donc une organisation humaine qui a besoin de documenter ce qu'elle fait. N'importe quelle organisation humaine, pour s'organiser, à un moment donné, elle a besoin de prendre des notes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de la donnée qui existe. Donc évidemment, oui, dans tout travail d'entreprise, il y a de la donnée. Bien sûr que cette donnée, nous, notre métier, c'est quand même l'informatique, donc souvent elle est informatisée. Et on a des bonnes pratiques concernant la donnée en entreprise. Le problème est, je vais le résumer très simplement, c'est pas parce qu'on sait ce qu'il faut faire qu'on le fait. Et aujourd'hui, on le sait déjà très bien, on voit déjà que beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui font appel à l'informatique font appel à des personnes comme nous, souvent, alors rarement au bon moment et souvent quand il est déjà un peu trop tard. C'est-à-dire souvent quand il y a eu de l'exposition, de la fuite. Alors, c'est quoi les risques d'une entreprise de fuite de la donnée interne? Ça peut être que quelqu'un a réussi à rentrer dans l'entreprise alors que c'était pas prévu pour. Quelqu'un de l'extérieur qui vient, pour le coup, récupérer la donnée et s'en servir ensuite pour extraire la valeur. Donc, on disait l'information, c'est la valeur ou l'intelligence issue de la donnée. Donc, moi, je peux très bien rentrer dans une entreprise si je trouve une faille, une porte d'entrée, venir prendre la donnée, la lire ou l'absorber, la lire de mon côté, et puis essayer d'apprendre des trucs dessus. Ça, c'est le premier risque. De dire, ouais, mais si tu essaies d'apprendre des trucs sur l'entreprise, c'est que tu comprends comment ce qu'elle fait. Oui, ça veut dire que potentiellement, dans ce scénario, je suis peut-être un concurrent. C'est-à-dire que ça m'intéresse. Vous fabriquez les mêmes trucs que moi, vous m'emmerdez sur mon marché, donc si je peux récupérer des infos que vous avez, ça m'arrange pour pouvoir soit faire la même chose que vous, soit m'approprier carrément vos propriétés, soit prendre une longueur d'avance sur ce que vous vous apprêtez à faire. Ça peut être aussi parce que je souhaite vous voler la donnée, parce que là, je suis pas un concurrent, mais pour la revendre à vos concurrents. Donc, il y a aussi cette volonté-là. Donc, l'information ici, elle peut être une source d'attrait pour quelqu'un qui souhaiterait en retirer une valeur monétaire en revendant l'information. Donc là, ça se fait aussi pas mal. Une donnée peut être exposée aussi involontairement, par accident, par les employés de l'entreprise. Donc là, on a tous les champs de la surveillance et de la sécurité informatique qu'on peut utiliser. On pourrait se dire, oui, si j'ai un utilisateur, une utilisatrice qui laisse ses codes d'accès à l'extérieur et que ça permet à une personne de rentrer, effectivement, il y a un problème. Oui, il y a un gros problème. Mais il y a aussi des fois que l'entreprise laisse accéder aux informations sans s'en rendre compte. Alors là, souvent, c'est pas de l'exposition de données, mais c'est de l'exposition d'informations. C'est quoi la différence entre une exposition de données et une exposition d'informations? L'exposition de données, c'est la donnée brute qui est chez vous, qui à un moment donné se retrouve présentée au monde extérieur de façon involontaire, accidentelle. Soit partielle, soit totale, soit très courte, soit de façon durable. Et en face, on ne sait pas qui est là pour la réceptionner. Ça peut être à peine visible, comme ça peut être effectivement consommé par plein de gens. Le bon sens, ce serait de se dire, ouais, mais ça non, si, ça arrive tout le temps. Oui, mais ça se détecte. Non, ça se détecte pas. On a des clients chez qui on détecte des failles comme ça. Ça fait plus de 6 mois que la donnée est exposée aux 4 coins du monde. Plus de 6 mois. Et on a des exemples tous les ans de gens, d'entreprises qui se retrouvent exposés comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la conscience. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que moi, je laisse les fenêtres ouvertes sur ma maison, que tout le monde regarde chez moi? Je ne sais pas. Mais ça veut dire que quelqu'un chez vous a pris la décision d'ouvrir les fenêtres et qu'il n'y a pas eu de mécanisme de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de compréhension. Et souvent, ce qui nous arrive, c'est ce qu'on note dans ces moments-là. Il y a une partie de ces problématiques qui viennent de mauvais design, de mauvaise mise en place, de produits ratés ou plus à jour. La majeure partie des cas, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'il faut faire, en fait. Des bonnes pratiques. Et c'est aussi notre volonté à nous dans notre démarche. On est là pas pour vous donner des leçons de façon détaillée technique. On pourrait. Pour ça, vous nous prenez en consulting. Nous, on est là plus dans une approche plus générique et dire,
La première chose, c'est l'awareness, c'est être conscient du risque et de quel risque j'ai, jusqu'à quoi ça m'expose et potentiellement ensuite qu'est-ce qui peut se passer ou comment je peux faire pour essayer de réduire cette part de risque. Donc souvent les entreprises présentent de la donnée accidentellement et sans forcément se rendre compte qu'elles sont en train de le faire. Oui, absolument. Puis je vais rebondir un peu là-dessus. Puis j'aime bien ces axes-là. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'images qui circulent sur Internet où notamment les experts en cyber trouvent ça très drôle où il y a des gestes qui sont posés, disons de mettre un tie wrap au lieu d'un cadenas ou mettre un cadenas de la mauvaise façon ou mettre quelque chose qui ne met pas, de toute évidence, n'est pas en sécurité physique, n'est pas efficace. Cependant, et c'est l'autre côté, un peu comme tu le mentionnes, si l'employé ne comprend pas l'objectif, ne comprend pas, donc il atteint, effectivement, l'objectif est atteint parce que la porte, elle est fermée, elle a un cadenas, même si le cadenas lui-même est inefficace pour protéger de façon voulue ce qui est en arrière. Donc, justement, d'amener l'employé à comprendre ce qu'il fait. Puis ça, je pense que c'est un peu un énorme défaut qu'on a dans nos entreprises. On demande d'exécuter un geste sans expliquer les raisons pour qu'on exécute le geste. Sécurité physique, c'est un bel exemple parce que c'est visuel, mais en sécurité logique, comme tu le mentionnes, c'est si on laisse les données exposées, si on n'explique pas pourquoi il ne faut pas faire des affaires dans le train avec notre ordinateur portable à la vue de tout le monde, pourquoi il ne faut pas diffuser les informations de cette façon-là, mais il est possible que les gens le fassent sans vraiment, sans une volonté ou sans malice, mais ils vont exposer les données de l'entreprise à tout vent. Oui, il y a une part vraiment non négligeable de maladresse, de mauvaise compréhension ou de manque d'éducation. Le manque d'éducation vient, hélas, pour le noter, souvent d'un manque d'investissement des entreprises elles-mêmes dans cette partie-là. Tu as donné le très bon exemple. On peut très bien mettre une mécanisme de sécurité qui est totalement inefficace. Tu parles d'exemple de cadenas qui serait mis sur des portes à double battant, mais pas sur le bon battant, donc on peut la rouvrir. On a ces exemples-là qui sont assez ridicules, mais qui fonctionnent. Puis je dis toujours, si tu peux mettre des surards à ma porte, mais qu'en me mettant à côté de la porte, j'entends tout ce que tu dis, c'est pas parce que je rentre pas que je peux pas capter tout ce qui se passe chez toi. Donc il y a une histoire aussi de sécuriser un périmètre et sécuriser ce qui rentre et qui sort de ce périmètre, ou ce qu'on expose. Donc là aussi, souvent, c'est une catégorisation. Je donne toujours cet exemple d'un consultant à la DEFCON il y a quelques années qui disait moi, quand je rentre chez les clients, quand j'y passe en général, je les invite à avoir encore plus peur que si c'était fait pirater la veille, parce que moi, j'utilise que Google pour savoir ce que vous faites. Et si moi j'arrive à trouver des informations chez vous, alors franchement, c'est très très grave. Et ça donc c'est un métier, enfin c'est un genre, comment dire, une spécialité en informatique, ça s'appelle l'OSINT. Alors je ne vais pas détailler ici, on pourrait revenir plus tard sur un sujet détaillé sur l'OSINT. Mais l'OSINT justement, c'est la science de la sécurité justement des informations qu'on peut trouver par tous les circuits aujourd'hui qui existent. Les réseaux sociaux en est un. Google est une source d'information monstrueuse parce que aujourd'hui, il est difficile d'exister en tant qu'entreprise sans une identité numérique. C'est vrai. Un des premiers trucs qu'on fait quand on monte une boîte, on déclare les statuts, on trouve un nom et on fait un site web. Et à partir de là, de ce site web peut découler des fonctionnalités qu'on va vendre à nos clients qui vont nous permettre de faire des relations clients avec eux, de faire des rentrées d'argent. Ce site-là, dans ce cas-là, souvent, il n'est pas hébergé à l'extérieur de chez nous, il est chez nous, il est dans nos problématiques. Donc en fait, ça veut dire que souvent, cet outil est une vitrine vers tout le back-end qui est chez nous. Le problème de cette vitrine, c'est que ça finit par être un canal unique dans lequel on met beaucoup de choses et qu'au bout d'un moment, on a plein d'employés qui ont des raisons légitimes d'aller utiliser cet outil pour communiquer des choses et souvent, le flux de communication finit par échapper à notre contrôle. Et on finit par divulguer des choses qui peuvent être pénalisantes pour nous, des informations qui peuvent être très détaillées. Donc là, c'est ce qu'on disait, c'est la deuxième partie. On disait, il y a la sécurité des données dans l'entreprise. On pourrait dire qu'elle est presque technologique, mécanique, mais la sécurité des informations. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on laisse sortir d'une entreprise. Et tu l'as très bien dit, ça passe d'abord par le premier degré. Comme on dit en sécurité, la sécurité commence à la couche 8 du modèle OSI, la couche 7 le modèle OSI n'en comptant normalement que 7. La couche 8, c'est l'interface chaise-clavier, c'est-à-dire l'être humain. Tout projet informatique commence par l'être humain et finit par l'être humain. Tout outil informatique est utilisé par des êtres humains. Et toute entreprise ne gère finalement que des êtres humains. L'informatique, ce n'est qu'un outil. Et donc, faut voir que si je me mets avec mon chapeau de pirate, mon bandeau sur l'œil et mon perroquet sur l'épaule et que je deviens un vilain pirate, en général, le vilain pirate, il essaye souvent de passer par l'être humain. C'est ce qu'on appelle
social engineering, c'est pas neuf. En sécurité informatique, ça s'utilise et ça a été modélisé depuis que l'informatique existe. C'est-à-dire que il est plus rapide de demander à un utilisateur son mot de passe que d'essayer de le craquer. Bien que le craquer puisse être possible, aujourd'hui on a les moyens, mais des fois c'est plus simple de demander. Vous me dire oui, mais les gens ils sont pas si stupides. Alors je vous renvoie à des vidéos sur YouTube où on voit des journalistes poser la question à des gens dans la rue, donnez-moi votre mot de passe, et une personne sur deux qui le donne. Et là vous croyez que les gens sont pas stupides? Ah si, ça arrive. Ils se rendent pas compte, ils sont souvent très innocents au sens le plus large du terme, où ils se rendent absolument pas compte de la portée de ce qu'ils sont en train de faire, sachant que pour des comptes personnels, on sait que souvent les êtres humains utilisent le même partout. C'est-à-dire qu'à partir de là, il est très facile d'aller rentrer dans leurs outils. Donc on se rend souvent pas compte en fait de l'attrait qu'on peut avoir de l'intérêt. Vous pouvez me dire, oui, mais moi je suis qu'un petit employé de bureau dans une boîte. Oui, dans une boîte de 50 000 employés. Et moi en tant que pirate, ce que j'ai besoin, c'est d'une porte d'entrée chez vous. Parce qu'il existe un adage en sécurité qui a tendance à s'infirmer maintenant fortement pour nous, c'est qu'à partir du moment où on est en interne, la sécurité est beaucoup moins forte. À partir du moment où vous me donnez les clés d'une porte d'entrée, une fois dans l'entreprise, je sais que j'ai des trucs qui vont pouvoir être possibles là où je ne peux pas de l'extérieur. Si quelqu'un essaie de rentrer dans un bâtiment physiquement et ne fait pas partie de l'entreprise, en forçant une porte ou une fenêtre, ça va finir par se voir. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie des employés, c'est un périmètre où on surveille. Maintenant, si demain je me présente avec un masque très réaliste d'un des employés de l'entreprise, avec une copie de son badge et le même uniforme, il y a de fortes chances que je rentre et que je ne réveille aucun soupçon. Donc ça, c'est une problématique qu'on a aussi beaucoup aujourd'hui dans l'entreprise, c'est que les gens ne se rendent pas compte que leur identité est importante. Je donne ces exemples souvent. Vous avez des gens qui sont très très fiers et très contents de rentrer dans une grande boîte, qui font un joli photo, un selfie avec leur badge en gros plan et qu'ils le mettent sur Instagram. Et sur le badge, on voit le QR code qu'on a pu qu'à recopier pour rentrer avec le même badge demain. Oui, vous venez de copier la clé qui permet de rentrer dans l'entreprise avec votre identité. Attention, ces badges sont nominatifs. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose ensuite qui a été fait de négatif avec ce badge, c'est la personne qui porte le badge qui va être incriminée. Donc souvent, on se rend pas du tout compte en fait de ce genre de risque. Donc le facteur humain, il est critique ici. Je redonne l'exemple, le coût du badge, vous pouvez chercher les gens qui sont toujours contents d'arriver dans leur entreprise et qui font des photos comme ça. On est capable aujourd'hui de recopier une empreinte d'identité des doigts avec une photo en 4K. Donc même un scanner qui reprendrait l'empreinte de votre pouce, par exemple, pour votre iPhone, c'est possible aujourd'hui de le faire, de reproduire votre empreinte pour tromper un outil. Donc à partir du moment où on sait ça, on se dit, ah ouais. Donc oui, la périmétrie à surveiller, on sait faire. Ah, t'es quelqu'un d'étranger, qu'est-ce que tu me veux? Ok. Souvent, les pirates vont se faire passer pour quelqu'un de légitime. Ça peut être du phishing, c'est-à-dire des emails qui ressemblent à des emails légitimes de partenaires. Ça peut être des concurrents qui sont intéressés à vous. Ça peut être des démarches de recherche simplement sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, ça existe, c'est quelque chose qui se constitue. Et donc tout ça, c'est des sources d'informations utiles pour quelqu'un qui voudrait vous pirater. Vous allez me dire, oui, mais moi, les concurrents, ils vont pas forcément me pirater, ils ont pas les moyens. Non, parfois, ce qu'ils veulent, c'est juste récupérer l'information qu'ils peuvent filtrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, sur les réseaux sociaux, on peut avoir des employés qui se mettent à parler des projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Projets professionnels. Par un enthousiasme, poussé par le marketing de l'entreprise. Et là, on se dit, attends, mais il y a un problème. Oui, il y a un problème. C'est-à-dire que l'entreprise peut des fois nous amener à penser que en tant qu'employé, on est un peu le visage de l'entreprise et que on est, et c'est une politique qu'on a aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, invité sur les réseaux sociaux à promulguer les bonnes valeurs, la bonne image de l'entreprise. Et donc, on a une espèce d'ambiguïté ici où les entreprises ont tendance, les community managers, en premier lieu, je les incrimine pas, j'éveille la curiosité de ces personnes en disant, les community managers, donc les gens qui s'occupent de la publication sociale des entreprises, peuvent vous amener à pousser les employés d'une entreprise à participer, à promulguer des événements, des informations, à parler de ce qui réussissent ou pas, etc. Mais des fois, souvent sans cadrer, en fait, quel est le degré de détail à donner. Et on n'est jamais si mal renseigné qu'en étant, je dirais, le nez dans son projet pour se dire, en fait, ce que je fais au jour le jour, est-ce que c'est quelque chose que j'ai intérêt à partager avec des gens de l'extérieur? Et pour ça, je dis souvent, on est mal mis en point pour pouvoir définir ça, parce que quand on travaille dans un projet, quand on travaille dans une entreprise toutes les semaines avec les mêmes équipes sur les mêmes outils,
Au bout d'un moment, on a tendance à délivrer plein de détails de ce qu'on fait. D'abord parce qu'on a envie, des fois parce qu'on a envie de partager, on a un petit côté voyant, on se dit on est content de ce qu'on a fait et tout. Et souvent, on manque de sensibilité sur le degré de détail qu'on aurait intérêt de donner. Alors, je peux donner un exemple tout bête. On peut être amené à donner en public des nomenclatures d'organisation, de documentation, des structures de documents, des titres, etc. On pourrait dire, mais à quoi ça me sert? Ça sert que ces nomenclatures, elles sont pas anodines. Quand une entreprise se met à cartographier tous ses outils, tous ses assets, elle définit de tags, de noms. Donc d'un nommage qui a une structure. Et un pirate, ce qu'il aime bien, c'est avoir quelques informations pour essayer d'en déduire d'autres. Qu'à partir du moment où vous rendez public ce genre d'informations, sans forcément donner les documents, vous donnez une idée au pirate qui soit à chercher à vous communiquer de quoi il est censé vous parler pour vous tromper. Si demain ce pirate vous envoyait un faux mail faisant passer par un partenaire qui travaille sur le même projet que vous, cette personne possède des informations qui peuvent vous amener plus facilement à rendre crédible son message de tromperie parce qu'il reprend les mêmes codes et les mêmes informations que vous avez rendues publiques, que vous avez inconsciemment pris comme étant présentes pour vous, disponibles, constantes, vous les avez, elles sont là. Et donc, pour le coup, si cette personne est au courant de ces informations-là, c'est qu'elle va travailler aussi sur le projet. Donc, quelque part, en collectant et en partageant ces informations, qui semblent être anodines, vraiment, on parle de pas grand-chose, hein, ça peut nous permettre d'être exploité de l'autre côté par quelqu'un de mal intentionné. Et tout le volet de la fraude du président s'appuie exactement sur ces informations-là qui sont faites. Au moment où on enregistre, on a justement eu le cas de Ferrari qui a réussi à ne pas tomber dans le piège, heureusement pour eux autres, mais ça s'est basé sur toute la connaissance que le rôle du président, qu'est-ce qu'il faisait, son espace, tous ces éléments-là, toute cette information-là qui a fuité de l'organisation d'une façon ou d'une autre, volontairement ou pas, a permis justement à monter cette attaque-là. Et il y en a une panoplie d'autres, ça en est une, mais parce que faites les médias. Mais il y en a beaucoup qu'on n'entend jamais parler, là. Tu donnais un exemple la dernière fois, et on le reprend avec la fraude au président ici. La dernière fois, tu disais, il y a une personne qui a reçu un audio fait par une IA générée qui reprenait la voix de son enfant, qui l'appelait pendant les choses. La fraude au président, pour ceux qui connaissent pas, c'est justement d'envoyer des communications. Aujourd'hui, ça peut être de la vidéo même, qui se fait passer pour le président d'une entreprise qui demande à la personne qui est en comptabilité, par exemple, de faire des virements bancaires de très grosses sommes d'argent vers d'autres localités qui en fait n'ont rien à voir. C'est quelqu'un qui se fait passer, reprenant tous les éléments et amène la tromperie au point où les gens qui ont l'habitude de côtoyer ces personnes se font totalement avoir. Et on a des entreprises comme ça qui ont perdu des millions aujourd'hui, qui ont été fraudées. Et vous imaginez le poids pour la personne qui se fait avoir. Donc ça veut dire qu'il y a une problématique de sensibilisation là encore. C'est-à-dire qu'il y a des ordres qui ont peut-être dû être passés dans le passé de cette façon-là, qui peuvent amener des précédents. On est souvent à l'aise quand c'est notre propre entreprise, mais même quand on a un patron, il faut se rappeler qu'il y a des règles à respecter et qu'idéalement, il faut qu'il y ait toujours une même chaîne d'ordonnancement à valider. C'est la standardisation, elle sert à ça. Si on standardise des procédures, c'est pas pour qu'il y en ait qui passent outre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de créer un cadre. Souvent, là aussi, ce sont les entreprises qui ont peut-être tendance à laisser passer ça. Ou ici, ça peut être une fois encore un manque d'investissement dans l'éducation des personnes qui auraient dû avoir, par l'entraînement, par la sensibilisation, la puce à l'oreille de se dire c'est bizarre, mais c'est pas mon canal habituel. Vous savez, c'est comme quand vous avez un mail de votre banque qui dit qu'il y a un problème, cliquez sur ce lien. Non, le réflexe, c'est de se dire j'ouvre mes liens habituels pour voir si je retrouve le même message dans ma banque. Si ce n'est pas le cas, c'est un faux. Cliquez sur le lien, ça y est, vous avez mordu à la barre et vous êtes ferré. Donc c'est la même idée. Absolument. Mais le détecter aussi, c'est très bien parce que quand ça sort du normal, c'est une très, très bonne façon, justement, de pouvoir le détecter. Mais encore là, c'est justement une question de sensibilisation. C'est sûr qu'on met beaucoup de fardeau sur les entreprises de former leurs employés adéquatement, justement, pour éviter ce genre de choses-là. Mais il demeure que, du moins dans le périmètre de l'entreprise, puis c'est le périmètre qu'on aborde aujourd'hui, c'est à eux à indiquer puis à aider les gens à comprendre le pourquoi il faut protéger l'information de l'entreprise et justement d'aller jusque dans le cas de devoir surveiller les actions qui sont faites pour être sûr qu'on clique sur le bon lien, notamment. Là.
Mais je te rappellerai que c'est la responsabilité des entreprises. On peut pas juste exister, toucher les dividendes en fin d'année, attendre que l'argent rentre comme ça. Quand on monte une entreprise, qu'on embauche des gens, il y a des responsabilités humaines, il y a des responsabilités légales. On monte une entreprise dans un pays, il y a des lois et on a des règles de sécurité à mettre en place. Donc, il en va de la responsabilité des entreprises. Et, et on le redit, et je dirais sans sarcasme ou sans ironie, mais oui, fort est de constater que 70% des entreprises ne le font pas correctement ou pas du tout. On en reparlait en off il y a pas longtemps. Moi, j'ai un client qui est venu me chercher pour une mission. J'ai halluciné du niveau. Enfin, la sécurité était inexistante chez le client. Quand je vous dis inexistante, vous imaginez même pas. Pour une société qui vend un produit de sécurité. C'est ça le pire. Et donc, c'est le métier. Donc, c'est la spécialité. Et là, vous dites, comment c'est même possible? Parce qu'on se dit avec un peu de rationalité, on se dit, mais non, le minimum, quand même, c'est de faire au moins. Mais non, il y a des gens pour qui non, ce n'est pas du tout le minimum. Parce que la personne qui monte l'entreprise, elle a pu avoir une idée de business, d'affaires. Elle voit ce qu'il faut vendre et comment ça va faire rentrer de l'argent. Puis le reste, c'est anecdotique, c'est en plus, c'est oui, ça arrive après. Ah non. Si demain vous vous mettez à fabriquer des voitures, vous vous mettrez pas à mettre les freins après en option plus tard quand on vous le demandera. Ça fait partie du modèle. Vous dites oui, j'irai jamais acheter une voiture qui a pas de frein. Ok. Bah, si demain vous ouvrez une entreprise, il faut obligatoirement, c'est rationnel, c'est raisonnable. C'est pas juste parce qu'on vous le dit, ça fait partie des choses. Donc oui, il y a un investissement à faire parce que les gens de l'extérieur qui vous veulent potentiellement du mal ou exploiter vos richesses, eux vont passer par tous les moyens possibles. Et la sécurité informatique n'est pas tant la sécurité des moyens que de la sécurité des agents qui l'utilisent. Comme vous disiez tout à l'heure, hein, j'aime bien cette formulation, c'est pas la sécurité des employés qui m'intéresse, moi c'est la sécurité par les employés. Les employés peuvent être ma plus grosse faille de sécurité, mais mes employés peuvent être mes meilleurs agents de sécurité de l'entreprise aussi, si je leur ai donné les moyens de comprendre le risque et ce qu'il faut faire. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure parce qu'on s'entête à le répéter tout le temps, mais c'est fou. Il y a un travail pédagogique énorme à faire. Il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer pourquoi ça a lieu. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma carrière précédemment d'entendre oui mais moi on va pas me pirater ma machine, il y a rien d'important dessus. Et je dis mais t'as raison, il y a rien d'important dessus sur ta machine. Ce qui est important c'est ta machine parce que ta machine elle peut me permettre de rebondir sur une autre machine qui est par exemple dans une banque et puis je peux aller détourner l'argent d'une banque et c'est ta machine qui sera la preuve devant le tribunal. Et ta machine c'est la tienne. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui as fait la tâche. Donc tu as raison, continue. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la démultiplication des équipements informatiques de petite taille ou de grande taille, parce qu'on en a de plus en plus, les téléphones, hein, les objets connectés, tout ça sont des objets qu'on peut avoir partout. Tous ces éléments qui sont interconnectés, qui sont utilisables par des réseaux, donc qu'on peut contacter de l'extérieur et qui peuvent nous contacter, sont des moyens qu'on peut détourner là encore pour aller rechercher justement des activités, lancer des activités. Voilà, on va faire un sujet justement sur les attaques de ce type-là. Pour revenir au sujet, en tout cas, il est important pour nous de clarifier qu'il est de la responsabilité des employés, bien sûr, d'être au courant de ce qu'ils font, mais il est de la responsabilité des employeurs de mettre en place les moyens, de mettre en œuvre les moyens de former les gens. Et les former, c'est pas juste dire que l'équipe de sécurité va faire des envois de mails, le phishing pour voir si vous répondez aux mails ou pas. C'est d'expliquer pourquoi c'est important, quel est le risque, de décortiquer ça en détail. Souvent, vous savez, quand vous expliquez, je le vois, hein, quand on explique aux gens clairement, je dis toujours, quand on prend les gens pour des cons, ils sont cons. Quand on les prend pour des gens intelligents, ils deviennent super intelligents d'un seul coup. Et quand on prend le temps de leur expliquer ce qui peut se passer et jusqu'où on peut aller avec ça, je peux vous assurer que la plupart des employés, ils en sont conscients après. Ça m'est arrivé dans un cabinet d'avocats il y a quelques années de ça sur Paris où on fait une réunion de sensibilisation à la sécurité. On avait mis en place avec le manager comme ça des réunions de sensibilisation le midi où les gens pouvaient venir alors sur le base du volontariat. Donc c'était avec plus ou moins de monde. Et à un moment donné, on a un groupe d'avocats qui vient puis on explique ce qu'on peut faire avec une clé USB. Donc les keyloggers, etc. Et ils nous regardent, ils ont la mâchoire qui tombe sur la table et ils regardent mais on échange des clés USB avec toutes les parties adverses dans nos business cases, etc. Il faudrait qu'on mette en place des solutions. Et là, la blague, c'est que le manager dit, alors, il y a 4 ans, on l'a fait. On vous oblige à passer par un serveur dans lequel on mettait les clés USB pour les scanner. Et vous avez gueulé, vous avez fait enlever par le patron de la boîte parce que c'est trop contraignant. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc après, il y a ça. Il y a le côté mettre en place des politiques de sécurité pour sécuriser l'information. Ça nécessite des politiques qui doivent être comprises et qui doivent être acceptées.
en pratique. Donc, comment on les met justement en pratique? Parce que rentrer dans une entreprise où il y a beaucoup de contrôle, effectivement, oui, c'est contraignant, c'est vrai. Pour un employé, on peut pas dire que c'est agréable. C'est possible, c'est faisable, ça se fait tous les jours. Mais ça crée des environnements qui, effectivement, ont une certaine rigueur, une certaine rugosité ou une certaine neutralité qui sont pas forcément évidents à vivre tous les jours. Donc ça, c'est pas évident. On pourrait dire que c'est un autre sujet, hein, la mise en place des politiques de sécurité et de leur adoption. Je pense que c'est un sujet qu'on pourrait revoir un peu plus tard. Puis c'est un très bel exemple que tu donnes, le fait de mettre un exemple comme ça, parce qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de refus ou de, tu sais, c'est très difficile d'aborder, de mettre des mesures en place. Puis ça, c'est un cas classique des gens refusent parce que ça brise la fluidité. Mais du moment qu'on est capable de leur démontrer des fois par l'absurde ou par des démonstrations comme celle-là, là, ça vient les saisir, puis là, ils comprennent le pourquoi du geste ou du dit serveur dans le cas que tu mentionnais dans ton exemple, justement, les amener. Donc, ils viennent de s'approprier le pourquoi que c'est nécessaire de faire ce genre de choses-là. Donc, on les amène à aller dans cette direction-là parce que ils ont internalisé à l'intérieur d'eux comme personne. Donc, puis en plus, ils vont devenir des ambassadeurs autour d'eux. Exactement. Sur ce genre de choses-là. Donc, ça contribue à tout le monde. Et ils s'approprient l'idée, ils s'approprient la logique parce que, comme tu dis, ils sont devenus conscients, en fait, du risque et du fait qu'ils étaient porteurs eux-mêmes de ce risque et qu'ils pouvaient être, étant des avocats, incriminés aussi dans leur use case. Donc, il y a une question pour eux de responsabilité pénale ou juridique. Ils se disent, mais attends, mais en fait, on fait une faute grave. Oui. Effectivement, elle est contraignante. La méthode est contraignante. C'est moins fluide, comme tu l'as dit. C'est moins pratique que de mettre sa clé USB tout seul. Alors, mettre sa propre clé USB sur son ordinateur, on peut. Mais dans le cas où on accueille des gens de l'extérieur, il devrait y avoir une procédure précise. Et donc, comme tu l'as dit, effectivement, là, l'entreprise avait fait les choses dans le mauvais sens. Au lieu d'expliquer, elle avait mis en place la politique qui n'a pas su être comprise et qui a été rejetée. Et quand on réexplique le risque et qu'ils peuvent s'approprier d'un seul coup, ben, là encore, les gens sont intelligents, ils se disent, bon, ok. Non, il faut vraiment qu'on fonctionne comme ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, on voit qu'on a plein d'endroits comme ça. On a une espèce de porosité qui peut apparaître parce qu'en fait, on n'est pas qu'avec des gens de l'entreprise. Et les gens de l'entreprise eux-mêmes peuvent être des sources de risque pour nous, puisque dans une même entreprise, il y a des entités, il y a des équipes avec des informations qui ne doivent pas être divulguées. C'est pour ça qu'on met en place des classifications d'informations dans une entreprise. Il y a des informations blanches, des informations grises, etc. C'est du niveau. Le blanc, c'est ce qu'on peut laisser circuler partout, il n'y a pas de risque. Grise, c'est un peu risqué, mais qui peut être exposé à l'extérieur. Et puis les informations plus sombres, ou alors on met de côté, on dit ça c'est du hautement critique, c'est que de l'interne, c'est du secret de métier, etc. Où là, il faut pas du tout que ça sorte. Ce que je suis en train d'expliquer là, nous, on valide, on connaît. Je peux vous assurer que j'ai plein de clients, quand on débarque et qu'on commence à sortir ce genre de langage, qui est pourtant de la sécurité de l'information, elles ne comprennent pas du tout de quoi on est en train de parler. Elles se disent, nous, on circule, on donne, on échange. Ouais. Sauf que une entreprise n'existe pas toute seule. Une entreprise, c'est des humains qui viennent de l'extérieur, qui viennent chez vous, puis d'autres qui repartent, d'autres qui arrivent, et puis tout autour d'autres êtres humains avec qui on interagit. Donc c'est ça la sécurité des informations dans une entreprise, c'est se soucier justement de tous ces endroits, toutes ces membranes où il va y avoir de la fluidité, il va y avoir des échanges, et ça veut dire formaliser le besoin de reconnaître que ces échanges vont avoir lieu, sous quelle forme et comment on va mettre en place des politiques pour pouvoir être sûr que on donne pas trop d'informations. On donne ce qu'on a défini. On ne laisse pas accès. Comment on accueille des gens de l'extérieur pour qu'ils consomment des trucs chez nous sans forcément avoir accès à tout, etc. Donc, c'est des logiques, bien sûr, de cloisonnement, d'isolation, de mécanismes de sécurité qui doivent être mis en place, qui sont contraignants, oui, on le redit, mais qui sont nécessaires pour éviter la circulation d'informations très critiques. Si j'ai des informations très critiques chez moi et qu'elles sortent de l'entreprise, ça peut être dramatique, ça peut me coûter une position sur le marché, ça peut me coûter la stabilité de l'entreprise au point où l'entreprise met la clé sous la porte et il y a des gens au chômage. On parle de ça, J'aime bien le rappeler ces dernières années, beaucoup, et je vais le faire ici une fois de plus, c'est vraiment très important. Alors, bien sûr que l'audience qui vient nous chercher, nous écouter, je pense qu'elle est sensible à ça. Et là, moi, j'aimerais qu'on soit audible ailleurs, qu'on soit audible autour, de la part d'autres personnes, parce qu'en fait, on s'aperçoit que souvent les gens ne comprennent pas la criticité de cet aspect-là. Puis j'en profitais aussi, Vincent, parce que tu m'as fait un exemple. C'est important que les entreprises catégorisent leurs informations, la classifient. Tu me donnais un type de classification, il en existe plein d'autres. Choisir ce qui est approprié. Puis dès lors, ça aide les gens à prendre la bonne décision avec la bonne information. C'est un peu contraignant au début de devoir classifier l'information. Mais une fois que cela est fait,
les gens peuvent facilement prendre une décision. Ah non, cette information-là, je peux pas la partager parce qu'elle est classée de tel type. Cette information-là, je peux la partager parce qu'elle est d'un autre type. Ou je peux la partager avec X parce que celle-là, elle est autorisée à être partagée avec X, par exemple. Oui. Donc, on a besoin de clarifier que on va présenter les choses, on interagit avec les autres. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on classifie comment on interagit avec les autres. Dans un sujet commun, on a aussi les gens vont et viennent d'une entreprise. Donc, les informations peuvent être obtenues par malice du point de vue des employés qui seraient tentés de quitter l'entreprise. Alors, là aussi, pour ceux qui font de la sécu, c'est quelque chose peut-être de connu, pour les autres moins. Il y a des entreprises qui génèrent des entretiens de recrutement d'employés de leurs concurrents pour obtenir des informations. Ça se fait, c'est quelque chose de commun. Ça se voit. Donc là aussi, c'est de la captation d'informations. Pourquoi? Parce qu'un employé qui quitte une entreprise a tendance à beaucoup bavarder, à beaucoup discuter, à beaucoup jaser, à être, surtout en plus s'il est véhément, qu'il a des trucs à reprocher à sa boîte. Et il suffit qu'en face, la personne lui valide. Donc ça, c'est une technique aussi connue qui paraît anodine. On peut se dire, mais un recrutement, c'est un recrutement. Non. Un recrutement peut être un recrutement fictif d'une entreprise qui a de gros attraits dans votre métier, simplement parce que vous êtes un employé avec une position clé dans une entreprise et qu'on va essayer de récupérer le plus d'informations possible. Donc ça, c'est une technique aussi pour donner l'information. Là où c'est plus difficile à gérer, ça, c'est que on peut se dire, mais c'est quoi la responsabilité d'une entreprise là-dedans? Ah, et c'est un grand sujet parce que pour le coup, on peut se dire, mais l'entreprise n'a peut-être pas ne peut pas contrôler ce qu'un employé va dire dans un recrutement, dans un entretien. J'invite dans ce cas-là les clients à être le plus, comment dirais-je, le plus clair sur cette possibilité et de l'adresser comme un risque pour elle. Et de considérer qu'il faut avoir une discussion dans les formations des employés aussi sur ces aspects-là. Vous êtes libre, bien sûr, de démissionner. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec nous. Vous êtes libre d'avoir envie de partir. Par contre, tant que vous n'êtes pas parti, vous avez une loyauté envers nous qui peut vous être reprochée, même du point de vue juridique. Donc, à partir du moment où vous êtes encore dans l'entreprise et que vous allez passer des entretiens d'embauche et vous divulguez des informations critiques, je vous rappelle que c'est une faute professionnelle. Alors, il ne s'agit pas juste de mettre le bâton en disant attention, on va vous taper. C'est de rappeler la responsabilité légale que l'on a. Il y a des cases connus comme ça de gens qui ont été employés par des grands groupes et qui dans les réseaux sociaux ont été dire tout de suite de la merde juste derrière sur le groupe et qui se sont fait virer à peine employés. Donc, vous voyez, en fait, c'est un cercle. On voit que l'information, elle va circuler. Là, vous allez me dire, oui, mais on est quand même, il y a l'accident du mec qui dit une connerie sur un réseau alors qu'il n'a pas dû. Alors, bon, il est pas très fin ou elle est pas très fine, hein, en l'occurrence. Le coup du recrutement déguisé pour venir vous chercher une information, on voit qu'il y a vraiment une malice, c'est-à-dire vraiment une mise en œuvre. Mais comment dirais-je, le renseignement industriel, ça existe, le renseignement intérieur-extérieur, ça existe, l'espionnage industriel, ça existe. Il s'agit potentiellement du risque de vous voler des choses très critiques pour potentiellement vous mettre à mal. Donc tout ça, c'est des risques réels. Et souvent, je dis, la réalité est bien pire que la fiction sur ces sujets-là. Donc, on voit comment ça peut se passer. Donc, il est important pour une entreprise de comprendre aussi que ça fait partie des canaux de fluidité d'information qui peut échapper à une entreprise parce qu'on peut même considérer finalement qu'elle est en bordure de l'existence de l'entreprise, qu'elle ne concerne pas l'entreprise. Et pourtant, à un employé ou une employée, ça peut être justement quelqu'un qui fait fuir l'information. Je dis souvent quand je donne les cours de sécurité, je dis j'ai bien plus peur des gens en interne que des gens externes dans l'entreprise. Parce qu'un interne peut divulguer plus d'informations, faire plus de mal, surtout si cette personne est en colère, qu'elle n'est pas contente et qu'elle est pressée de partir. On pense bien sûr aux gens qui partent, qui ont encore des accès après, etc. Mais on pense aussi aux gens qui partent et qui parlent. Et une personne qui vous a quitté, qui a démissionné, peut aussi aller chez un concurrent, et ça se fait, hein, ça s'est vu, chez un concurrent, parler, puis être viré pendant la période d'essai au bout de quelques mois, après avoir bien rempli en fait le besoin de l'entreprise concurrente, c'est-à-dire devoir récupérer des informations. Au-delà du talent de la personne, ça peut être un doublon, hein, peut-être que le concurrent va embaucher quelqu'un qui a du talent et en plus récupérer toute l'idéologie, tout ce qu'il y a derrière, mais ça peut être aussi simplement pour faire ça. Je donne ce use case-là aussi, je crois qu'on en avait parlé dans une autre vidéo. Cette année en France, je crois en 2024 ou en 2023, on a eu un use case où des services secrets chinois ont été pris la main dans le sac en train de demander à des étudiants de grandes écoles qui sont en stage dans des très grandes entreprises en France de faire des rapports d'études. Monnayer 700 € le rapport. C'est de l'espionnage industriel. Mais bien dissimulé quand même, là. À peine. Et
Quand les étudiants leur expliquaient qu'ils risquaient de se retrouver au tribunal avec des peines de prison avec sursis et des amendes, ils sont tombés des nues. Ils pensaient pas du tout à mal et ils pensaient même pas à cette utilisation-là. Alors, nous, on est des paranoïaques nés, c'est notre métier, donc souvent, effectivement, on doit avoir l'esprit tordu systématiquement, volontairement, pour se préparer à ces usages. C'est aussi ça qui arrive dans beaucoup d'entreprises, c'est l'incapacité à former la malhonnêteté ou le mauvais usage de quelque chose. Le fait qu'un utilisateur peut faire ça, le fait que quelqu'un d'extérieur puisse faire ça, le fait que quelqu'un d'interne puisse ne pas être à cet endroit-là ou dans cette posture. Et cette difficulté-là à visualiser toutes les potentialités des êtres humains, elle est très difficile à cadrer. Parce que ça veut dire que souvent on dit non mais moi mon entreprise doit faire ça, j'ai dit à mes employés de faire ça, donc ils feront ça. Mais s'il suffisait de dire, les prisons seraient vides, comme on dit. Donc non, il suffit pas. Il faut embrasser l'idée que chaque être humain est différent et donc il faut cadrer, définir tout ce qu'on veut faire et définir tout ce qu'on ne veut pas faire. C'est souvent quelque chose qu'on fait en coaching, par exemple, avec des gens qui sont en freelance. Je dis, quand vous faites une mission, un ordre de mission avec un client, passez plus de temps à définir ce qu'on ne fera pas dedans que ce qu'on fait dedans, pour éviter qu'il y ait des malentendus, des trucs qui se glissent dedans. Donc là aussi, quand on veut protéger son information, il faut définir ce qu'on a le droit de faire, mais aussi définir ce qui est interdit. Et on le redit à nouveau, ce qui est interdit, pour quelle raison précisément, pour quel effet, qu'est-ce qu'on risque de faire, qu'est-ce qui risque de se passer, et rappeler les responsabilités des uns, des unes et des autres. Très intéressant. Effectivement, l'entreprise a ses responsabilités, les employés de l'entreprise ont des responsabilités. Tout le monde dans cet écosystème-là joue ensemble, puis de participer ensemble. C'est sûr qu'un ne peut pas jouer sans l'autre. Fait que c'est un jeu d'équipe dans ce cas-ci. Parce que, comme tu le disais, une entreprise est un corps organisé avec une mission et un ensemble de choses, d'actions qui sont faites pour durer dans le temps. Donc, justement, ce jeu d'équipe-là doit servir à protéger l'information, justement, pour protéger la mission de l'entreprise. Oui, on l'a dit, ça a inhérent à la sécurité des données, à la sécurité de l'information en général. On rappellera encore une fois de plus l'importance de l'éducation, de la prise de conscience des risques, de l'éducation ensuite des gens. Les employés sont pas que des failles de sécurité, c'est aussi nos agents de sécurité. Quand on prend le temps d'investir sur eux, pour qu'on les prévienne, on n'empêchera pas les erreurs, ça arrivera quand même, toujours un petit peu, mais le but c'est de diminuer. Hein. Comme on dit souvent, quand on met une porte blindée sur une maison, c'est pas pour empêcher de rentrer dedans, c'est pour limiter la potentialité, faire que ça prenne trop de temps, que ça décourage, qu'on ait le temps de détecter. Il y aura des failles, mais c'est déjà pas mal d'avoir créé cette culture. Et qui plus est, si on fait le lien avec la séance de la dernière fois, on baigne déjà dans un monde d'incertitude où les informations sont dures à filtrer, donc il faut pas non plus que nous on rajoute à ça et que les informations qui circulent dans l'entreprise soient elles-mêmes faussées. Et donc c'est bien d'avoir cette culture qu'on emmènera à la maison et qu'on appliquera aussi dans sa vie personnelle et qui nous amènera à avoir des bonnes pratiques de sécurité aussi. Et on l'a vu, oui, il y a matière dans le sujet. On aura l'occasion, je pense, de revenir sur plusieurs sujets de sécurité de l'information dans les prochaines séances. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi aussi.